Un seul avertissement a fait trembler tout le continent africain. Lorsque Donald Trump a promis une intervention vicieuse en Afrique de l'Ouest, le monde a écouté. Mais cette menace n'a pas simplement fait réagir les puissances occidentales. Elle a mis en lumière une fracture profonde au sein de l'Afrique. Où se place Ibrahim Traoré, symbole de la souveraineté africaine, dans cette équation complexe? Alors que certains plaident pour les cosmopolites pour la coopération, d'autres, comme Traoré, incitent à la rupture. La question est désormais posée. L'Afrique se défendra-t-elle seule ou acceptera-t-elle le prix de la protection étrangère? Voici la promesse. Offrir un cadre clair pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière l'avertissement américain et les réactions africaines qui ont suivi. Le bénéfice est simple. Une grille de lecture solide, en moins de 12 mots, pour ne plus se perdre dans les récits contradictoires. Car l'enjeu dépasse la rhétorique diplomatique. Ce qui se décide aujourd'hui façonnera la sécurité régionale, les marges de manœuvre économiques et la capacité politique de plusieurs États à agir sans supervision étrangère. Chaque phrase prononcée à Washington crée une onde de choc mesurable à Abuja, Niamey ou Ouagadougou. Nous examinerons ce qui est dit, ce qui est fait et ce que cela coûte réellement. Soutien conditionné, dépendance logistique, risque d'ingérence, mais aussi possibilité de consolidation interne. La question centrale reste la souveraineté. Jusqu'où un pays peut-il coopérer sans se retrouver aligné? Et surtout, comment les choix nigérians influencent-ils les trajectoires du Sahel, où la posture souverainiste portée par Ibrahim Traoré attire une génération entière? Ce récit trace donc une ligne, lire les faits avant les discours, les effets avant les intentions. Deux révélations tombent d'entrée. Un seul mot, vicieusement, a déclenché 10 ans de méfiance condensée, et le marché pétrolier nigérian pèse plus de 100 milliards de dollars par an, assez pour réécrire chaque alignement diplomatique. Ces deux chiffres suffisent à montrer que la crise n'est pas un simple épisode rhétorique. Elle modifie la géométrie du pouvoir. Dans les heures suivant la déclaration de Donald Trump, les chaînes d'information africaines ont réagi en boucle. Abuja a tenté d'amortir le choc en publiant un communiqué prudent, évoquant coopération ciblée et lutte contre Boko Haram. Mais la chronologie, vérifiable, raconte autre chose. Dès la nuit suivante, les ambassades occidentales ont renforcé leurs dispositifs. Washington a initié des discussions sécuritaires et Paris a dépêché des émissaires pour préserver son influence. Les experts locaux ont compris que l'affaire dépassait les tensions religieuses, souvent mises en avant par les médias internationaux. À ce moment-là, un acteur silencieux s'invite dans le récit. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey. Cette diagonale sahélienne, qui revendique depuis 2 ans une rupture nette avec les dispositifs militaires extérieurs, voit l'avertissement américain comme un test. Ibrahim Traoré, figure montante de cette ligne souverainiste, devient malgré lui le contrepoint des appels occidentaux à la protection. Les images de son poing levé dans un stade burkinabé circulent immédiatement au Nigeria, portées par une jeunesse inquiète de reproduire des schémas d'ingérence déjà vus en Libye ou en Irak. Le cadre s'élargit. Le Nigeria, géant démographique dépassant les 200 millions d'habitants, dépend encore massivement des infrastructures énergétiques pilotées par des partenaires étrangers. La moindre menace contre la stabilité religieuse ou territoriale ouvre donc la porte à des interventions au nom d'eux. C'est précisément ce que redoutent économistes, juristes et citoyens interrogés dans les radios de Lagos. Se clarifie ainsi l'enjeu. Une phrase américaine suffit à réactiver les mémoires coloniales, à tendre les marchés et à opposer deux visions du continent, coopération encadrée ou autonomie rugueuse. Et dans cette tension, chaque mot devient action. Le récit avance désormais avec deux figures qui structurent sur la compréhension des premières secousses. D'un côté, Bola Ahmed Tinubu,
vétéran politique habitué aux équilibres fragiles. De l'autre, un acteur dont l'ombre s'étend au-delà du Sahel. Ibrahim Traoré, devenu symbole d'une autonomie impatiente. Ces deux trajectoires ne se croisent pas directement, mais chaque décision de l'un résonne dans le territoire politique de l'autre. Les premiers jours après la menace américaine servent de laboratoire. À Abuja, Tinubu réunit son cabinet de sécurité. Les conseillers évoquent options, risques et précédents. Le communiqué final, publié tard dans la soirée, s'aligne sur une ligne prudente. Coopération, reconnaissance du soutien américain, engagement régional. Ce choix, présenté comme pragmatique, révèle pourtant une fragilité structurelle. Dépendre d'un partenaire extérieur signifie aussi dépendre de son rythme, de ses mots, de ses variations d'humeur diplomatique. En miroir, un autre cas se déploie. Au Burkina Faso, un discours prononcé par Traoré, dans un stade bondé, circule immédiatement sur les réseaux nigérians. L'effet est net. Dans les campus universitaires, des étudiants repartagent ces phrases sur l'autonomie militaire. Dans certaines casernes du Nord, de jeunes officiers écoutent le discours comme un appel à redéfinir leur propre marge de manœuvre. Ce n'est pas une ingérence, c'est une résonance politique, une contagion de perspectives. À ce stade du récit, le est clair. Les nations ne réagissent jamais seules. Elles s'observent, s'influencent, s'ajustent. Et lorsque deux visions opposées s'affichent dans la même temporalité, la tension devient moteur. La situation s'intensifie rapidement. Après les menaces de Trump, les gouvernements africains se divisent. Certains, comme le Nigeria, tentent de maintenir une coopération avec les États-Unis, pensant que la sécurité du pays en dépend. Mais d'autres, comme Ibrahim Traoré et ses alliés au Sahel, choisissent de refuser l'ingérence étrangère, considérant que cela remet en question leur autonomie. Cette fracture est d'autant plus évidente dans la presse africaine, où des débats houleux s'installent. Les partisans de Traoré insistent sur le fait que l'Afrique doit reconstruire ses institutions et renforcer ses capacités de défense sans dépendre de l'extérieur. Dans les rues de Ouagadougou et de Bamako, les slogans en faveur de la souveraineté se multiplient. Les jeunes leaders et les militants civils prennent la parole pour revendiquer une Afrique indépendante, libre de toute influence externe. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey devient ainsi le centre d'une nouvelle dynamique, celle d'une Afrique prête à se défendre seule. Le contraste avec les gouvernements qui soutiennent encore des partenariats militaires avec les anciennes puissances coloniales devient de plus en plus marqué. Les tensions montent et la fracture devient plus difficile à ignorer. Cette situation est désormais un test décisif pour l'Afrique. Choisir entre la stabilité garantie par les alliances internationales et la liberté coûteuse d'une autonomie pleine et entière. Les chiffres ne mentent pas. Chaque aide extérieure coûte bien au-delà des promesses faites. En 2024, le Nigeria a reçu plus de 86 millions de dollars d'équipements militaires américains, soit une augmentation de 42% par rapport à l'année précédente. Toutefois, cette aide n'est pas gratuite. Chaque dollar investi dans la sécurité nigériane par les États-Unis entraîne une dépense supplémentaire de 1,3 $ pour la maintenance des équipements financés par des entreprises américaines. Ce modèle crée une dépendance économique qui ne fait qu'amplifier le pouvoir de décision de l'extérieur, limitant ainsi l'autonomie réelle du pays. Ibrahim Traoré, dans son discours, a constamment souligné que celui qui contrôle ton carburant contrôle ton arme. Une métaphore qui résume parfaitement le dilemme auquel l'Afrique est confrontée. Plus d'aide signifie moins de contrôle sur ses propres ressources. Si l'on examine les chiffres des importations militaires en Afrique de l'Ouest, il apparaît que près de 38% des armes proviennent encore de pays de l'OTAN, tandis que les partages avec la Russie et la Chine restent marginaux, à respectivement 9% et 7%. Cependant, au Burkina Faso, les acquisitions militaires à partir de partenariats africains et asiatiques ont récemment atteint 61%.
Cette évolution illustre un mouvement silencieux, mais réel, vers une Afrique qui cherche à se détacher des chaînes des accords militaires traditionnels. Pourtant, cette transition comporte des risques immédiats, notamment l'isolement et l'incapacité de contrer certaines menaces externes sans l'appui de partenaires puissants. Les chiffres soulignent un fait indéniable. Plus l'Afrique dépend des pays étrangers pour sa sécurité, moins elle dispose de la liberté de manœuvre pour tracer sa propre voie. Deux thèses s'affrontent, chacune cohérente dans sa logique interne, chacune solidement ancrée dans les faits disponibles. La première, défendue par les partisans de Bola Ahmed Tinubu, affirme que l'alliance stratégique avec Washington n'est pas une soumission, mais une nécessité opérationnelle. Selon eux, le Nigeria fait face à une menace multiforme. Boko Haram, les Iwao, les réseaux criminels transfrontaliers. Refuser l'appui américain reviendrait à fragiliser des millions de civils pris dans cette géographie de violence. Leur argument central est simple. La souveraineté n'a de sens que si l'État survit assez longtemps pour l'exercer. Dans cette perspective, coopération signifie compétences accrues, drones, renseignements, logistique et délais de réponse raccourcis. Il rappelle qu'en 2023, plusieurs opérations menées avec un soutien extérieur ont permis d'éviter des pertes importantes dans le nord du pays. Pour eux, s'isoler par principe serait une faute stratégique. Face à cette vision se tient l'argument souverainiste porté par Ibrahim Traoré, mais aussi par une partie de la jeunesse nigériane et sahélienne. Leur raisonnement puise dans l'histoire récente. Aucune intervention occidentale n'a produit une stabilité durable au Sahel. Au contraire, les États dépendants d'aide extérieure voient leurs institutions s'éroder, leurs priorités se diluer et leurs marges politiques se réduire. La logique est linéaire. Chaque base étrangère devient un précédent. Chaque prêt d'équipement crée une dette technique. Chaque protocole de coopération impose un cadre qui limite les choix nationaux. Il souligne également un point souvent négligé, la montée d'une autosuffisance régionale. Depuis 2020, les pays sahéliens ayant réduit leur dépendance militaire étrangère ont observé une hausse mesurable, environ 7% de leur stabilité interne. Cela ne prouve pas une causalité stricte, mais suggère une tendance lourde. La réconciliation de ces deux positions, si tant est qu'elle soit possible, repose sur une question structurante. Comment protéger sans se faire posséder? Et c'est précisément là que se joue l'équilibre africain. L'Afrique change de centre. C'est le point de bascule que personne n'avait anticipé. Jusqu'ici, tout semblait tourner autour du duel Trump-Tinubu. Occident-Afrique, protection-ingérence. Mais derrière les déclarations officielles, un troisième acteur s'est levé. La jeunesse africaine, numérique, mobile, connectée et farouchement allergique aux récits coloniaux recyclés. Et cette jeunesse ne cite pas Washington. Elle cite Ibrahim Traoré, pas pour son uniforme, mais pour une idée brutale et simple. La dignité n'a pas besoin d'autorisation. Dans les rues de Lagos, ce n'est plus la peur qui circule, mais une impatience insoumise. Les hashtags remplacent les éditoriaux. Les slogans dépassent les communiqués. Les discours institutionnels se fissurent face aux vidéos virales et aux podcasts qui défient les versions officielles. Tinubu pensait gérer une secousse diplomatique. Il découvre une lame de fond générationnelle. L'effet domino est silencieux, mais réel. Moins de crédit accordé aux promesses étrangères. Plus de poids donné aux voix régionales. Moins de fascination pour les alliances lointaines. Plus de confiance dans un avenir autoconstruit. C'est là, précisément, que le récit se retourne. La question n'est plus qui protège, mais qui décide. Les répercussions du choc diplomatique se déploient désormais dans 4 sphères distinctes. Nationale, diplomatique, économique et régionale. Chacune révèle comment une phrase prononcée à Washington peut redessiner les lignes de force du continent, et comment l'ombre d'Ibrahim Traoré influence silencieusement les choix politiques. Au Nigeria, la crise a rouvert des lignes de tension anciennes. Dans le sud, les élites
économiques mais en défendent la continuité des accords sécuritaires, estimant que la stabilité des infrastructures pétrolières dépend de la coopération occidentale. Dans le Nord, les organisations religieuses et communautaires craignent le retour d'une logique coloniale déguisée. L'opinion publique se fragmente, gratitude prudente pour certains, méfiance viscérale pour d'autres. Mais un chiffre domine les débats. 62% des Nigérians interrogés affirment que le pays doit compter d'abord sur ses propres forces. L'écho des discours d'Ibrahim Traoré, répétés dans les radios locales, renforce cette aspiration. Abuja marche sur un fil. Les États-Unis multiplient les signaux d'amitié, mais chaque offre inclut des protocoles contraignants. L'Union européenne demeure floue, privilégiant des thèmes consensuels plutôt qu'un débat frontal sur la souveraineté. Pendant ce temps, Moscou et Pékin occupent les interstices laissés libres. Livraison d'armes, investissements, infrastructures. La stratégie nigériane oscille, révélant un pays qui veut coopérer sans dépendre, tout en sachant que chaque pas est interprété comme un alignement. L'impact financier est immédiat. Depuis la déclaration de Trump, les investissements directs étrangers ont reculé d'environ 11%, tandis que les flux commerciaux intra-africains, particulièrement entre Nigeria, Côte d'Ivoire et Ghana, ont progressé d'environ 8%. Un paradoxe s'esquisse, moins d'ouverture globale, mais davantage de circulation régionale. L'idée d'une économie africaine recentrée sur elle-même, longtemps théorique, commence à prendre forme. Les économistes y voient un début de réalignement plutôt qu'une conséquence accidentelle. Au Sahel, la dynamique est encore plus visible. Les discours d'Ibrahim Traoré inspirent des coalitions civiles et des mouvements de jeunesse. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger consolident leur front souverainiste. Dans plusieurs capitales, les ambassades occidentales parlent déjà d'un syndrome Traoré, la capacité d'un seul leader à modifier, sans armée massive ni ressources immenses, la grammaire politique d'un continent. L'idée d'une union militaire sahélienne, longtemps perçue comme utopique, apparaît soudain praticable. Au total, ces 4 sphères montrent une même trajectoire. Chaque décision extérieure produit un réajustement intérieur, et chaque mot mal pesé devient un accélérateur d'autonomie. Dans cette recomposition silencieuse, l'influence de Traoré agit comme une ligne de force, réorientant attentes, alliances et récits. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios distincts sont possibles pour l'avenir politique et sécuritaire de l'Afrique. Dans le scénario de base, le compromis. Les pays africains, à l'instar du Nigeria, continueront de maintenir une coopération avec les grandes puissances, mais sous des conditions plus strictes. Ce modèle prévoit une réduction progressive de l'aide militaire, accompagnée d'un renforcement des institutions locales. Les leaders africains chercheront à équilibrer leurs relations avec l'Occident et la volonté populaire de plus d'autonomie. L'Afrique pourrait bénéficier d'un répit économique, mais la méfiance populaire persistera. Dans ce scénario, les tensions sur la souveraineté resteront présentes, mais ne mèneront pas à une rupture radicale. Dans un scénario plus optimiste, l'intégration panafricaine. Les pays du Sahel, soutenus par des initiatives comme celle d'Ibrahim Traoré, signeraient des accords militaires et économiques internes. Ce scénario de rupture avec les puissances extérieures permettrait une redirection des flux commerciaux et des investissements vers des corridors intra-africains, mais au prix d'un isolement temporaire et de sanctions occidentales. Malgré cela, un sentiment d'unité régionale se renforcerait. Enfin, dans le scénario pessimiste, l'Afrique resterait dans une spirale de dépendance. Sous la pression des puissances mondiales, certains gouvernements africains accepteraient de nouvelles tranches d'aide, ce qui alourdirait les conditions et réduirait l'indépendance politique. Ce scénario de stagnation verrait une exacerbation des conflits internes et un renforcement de l'influence des puissances étrangères, notamment dans les domaines de la défense et de l'économie. Quel que soit le scénario, la question de la souveraineté et de l'autonomie régionale continue de diviser le continent.
L'avenir de l'Afrique dépendra de sa capacité à négocier ses tensions et à définir son propre chemin. 3 publics, 3 attentes, un même vertige face à l'avenir. Au Nigeria comme au Burkina Faso, la crise naît des mosaïques. Des mots américains se traduit différemment selon les groupes, mais elle révèle une fracture intime entre peur, fierté et fatigue collective. Pour les citoyens ordinaires, la souveraineté n'est pas un concept théorique. Elle se mesure au prix du carburant, à la sécurité des routes, à la fréquence des coupures d'électricité. Ils ne demandent pas des slogans, mais des résultats visibles. Le discours d'Ibrahim Traoré, qui affirme que le courage ne nourrit pas un peuple, mais il empêche qu'on l'affame, trouve un écho particulier ici. Ces familles veulent une stabilité qui ne dépende pas des humeurs étrangères. Pour la jeunesse connectée, l'enjeu est identitaire. Elle voit dans la rupture sahélienne non pas une stratégie militaire, mais une manière de récupérer un récit volé depuis des générations. Cette jeunesse transforme chaque phrase de Traoré en mème, en hashtag, en étendard moral. Elle réclame un futur où l'Afrique n'est plus spectatrice, mais auteur de ses propres décisions. Pour la diaspora dispersée de Londres, à Montréal, la bataille est narrative. Elle observe comment les médias internationaux simplifient, déforment ou cadrent le débat africain. Elle envoie de l'argent, relaie les récits et pousse pour une visibilité plus juste. Sa question n'est pas « faut-il rompre ?», mais « comment reconstruire ?» Ces 3 voix ne disent pas la même chose, mais elles réclament toutes une chose, simple, que le pouvoir cesse de parler à la place du peuple et commence enfin à parler avec lui. Sortir de la dépendance n'est pas un slogan, c'est une méthode, exigeante, mesurable et progressive. Dans les capitales africaines, plusieurs pistes s'esquissent déjà, chacune visant à réduire l'emprise extérieure sans fragiliser la sécurité interne. Et l'ombre d'Ibrahim Traoré, qui répète que la souveraineté se prouve par les actes, sert de boussole implicite. Ramener la dépendance logistique aux partenaires étrangers de 15% en un an, en renforçant la maintenance locale, l'ingénierie militaire et la formation interne. L'objectif, que les bases stratégiques fonctionnent à 400% d'autonomie technique d'ici 12 mois. Relancer une coopération militaire interafricaine fondée sur le renseignement partagé, la surveillance frontalière et la standardisation du matériel. Un embryon de commandement sahélien existe déjà. Il doit devenir opérationnel. Créer un fonds souverain alimenté par 5% des revenus pétroliers pour financer des projets de raffinage, de stockage et d'énergie mixte, moins exportés à l'état brut, plus transformés localement. Intégrer l'histoire contemporaine africaine dans les programmes scolaires, y compris les trajectoires de résistance modernes, de Sankara à Traoré. Une souveraineté durable commence par une conscience collective. Publier tous les 6 mois un rapport citoyen sur les partenariats internationaux. Coûts, contrepartie, résultats, transparence, légitimité. Ce chemin n'est pas spectaculaire, mais il est praticable. Il transforme la souveraineté en processus continu, non en posture héroïque. Et surtout, il rend au peuple ce qui leur appartient déjà, le droit de décider du prix de leur liberté. Dans le vacarme des discours et des alliances contrariées, une image revient, comme un rappel silencieux. Celle d'un jeune officier debout dans un stade, le poing levé. Cette scène, vue pour la première fois au Burkina Faso, a circulé de Lagos à Kano, puis jusque dans la diaspora. Ce n'est pas le décor qui compte, mais ce qu'il symbolise. L'idée qu'un peuple peut se relever sans permission. Ibrahim Traoré, malgré lui, est devenu ce miroir où l'Afrique regarde son propre courage. Le contraste est frappant. D'un côté, les palais où l'on pèse chaque mot pour ne pas froisser un partenaire étranger. De l'autre, ces foules qui scandent un seul message. La dignité n'est pas négociable. Entre les deux, une ligne fragile où se joue l'avenir du continent.
Le motif que nous rappelons depuis le début, cette tension entre peur et fierté, trouve ici son point d'orgue. La souveraineté n'est pas un cri de guerre, mais un souffle long, une endurance politique. Les nations qui l'embrassent ne cherchent pas l'affrontement, mais l'autorisation intérieure de choisir. La phrase qui reste est simple, presque nue. La liberté n'est pas offerte, elle s'assume. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur, mais de témoins lucides. Nous sommes tous appelés à jouer un rôle dans cette réécriture de l'histoire. Partageons ces récits, questionnons les alliances, discutons des chiffres et des faits. L'indépendance de l'Afrique ne se décrète pas, elle se construit ensemble, par la volonté de chacun. En tant que citoyens, nous avons un pouvoir immense, celui de refuser les récits imposés et de créer notre propre narratif. L'avenir de l'Afrique se joue aujourd'hui dans chaque décision, chaque conversation, chaque action. Ne restons pas passifs face aux changements en cours, mais devenons les acteurs de cette révolution silencieuse. Le moment est venu pour l'Afrique de prendre son destin en main. Croyez-vous que l'Afrique peut se défendre seule ou pensez-vous que la dépendance est la seule solution? La question est ouverte et c'est à nous, ensemble, de la résoudre.